Salut tout le monde! La vidéo d'aujourd'hui sera un petit peu différente parce qu'au lieu de faire un épisode sur une histoire de motard avec une moto, je vais vous parler de la nouvelle Honda NT1100 avec laquelle je roule depuis environ 3000 km. Donc c'est une moto neuve, récente, ça ne sera pas une histoire de motard mais ça sera plutôt mon essai de la moto sur 3000 km. Donc maintenant je commence à la connaître, je commence à m'en être fait une petite idée. Alors j'espère que vous n'hésiterez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, de l'essai, sachant que je ne suis pas journaliste, je ne suis pas pilote d'essai, je suis vraiment le motard lambda et je donne mon avis de motard avec ma vision de motard tout simplement. Je ne veux pas polémiquer sur pourquoi Honda fait ci, etc. Ça ne m'intéresse absolument pas. Moi ce qui m'intéresse quand j'essaye une moto, c'est la moto en elle-même, les sensations qu'elle procure. Qu'est-ce qu'on lui trouve et puis voilà quoi. Après j'ai pas la sensibilité pour dire elle bouge sur l'angle ou tous ces machins là, ça en fait ça m'intéresse pas trop non plus. J'aime bien le ressenti en fait sur une moto. Quoi dire sur la Honda NT1100? Elle est sortie cette année en 2022, c'est une toute nouvelle moto. Honda a eu le courage de sortir une routière. Je dis courage parce qu'aujourd'hui, à part les trails, adventure et toutes ces modes là, il y a quand même plus grand chose qui existe. Donc Honda a récupéré la base moteur et cadre de l'Africa Twin, deux jantes de 17 pouces, des pneus en 120-180, un carénage qui protège et puis voilà, on a fait une routière. Ben en fait c'est une super bonne idée. C'est une super bonne idée parce que on est très bien assis sur la moto, confort. Et elle protège bien et voilà, ça se comporte super bien. Pour quelqu'un qui ne fait que de la route comme moi quand je roule en moto au quotidien, franchement c'est une super bécane. Au niveau de la protection, eh ben, effectivement donc, on est quand même bien protégé parce que la bulle est excellente. Je fais 1,86 m, elle est réglée au 4e cran sur les 5 de disponibles. Donc la bulle est réglable manuellement. Bon, je trouve ça pas plus mal parce qu'une bulle électrique, ça rajoute aussi du poids et du bordel. Là, il n'y a rien à régler, hein. On la lève à la main, on la descend, c'est très bien. Une fois qu'on a trouvé son réglage, de toute façon, en général, on n'y touche plus beaucoup. Il y a un truc qui est surprenant aussi, c'est ces petits déflecteurs pour les mains là, qui sont aussi efficaces, voire même plus efficaces que des protège-mains, parce que les protège-mains, souvent, ils ne sont pas étudiés pour dévier le vent. Et là, ces déflecteurs, ils dévient parfaitement le vent au-dessus de la main, sur le côté, on le sent bien, donc les mains sont bien protégées. C'est super efficace, c'est surprenant, mais c'est vraiment efficace. Au niveau du carénage, les genoux ils sont bien calés derrière le carénage et il y a des déflecteurs qui vont jusqu'aux pieds, qui protègent bien. Ça aussi, c'est appréciable, tout en ayant un petit peu de vent qui vient. Honnêtement, j'ai pas été gêné par la chaleur en cette période de canicule estivale où on a eu jusqu'à des 40 degrés. Ça n'a pas été pire que sur une autre moto. Par contre, au niveau de la protection, il y a de nouveau un truc dont je parle souvent, mais la Honda NT, elle a la même punition, c'est les garde-boue trop courts et puis l'eau qui remonte, quoi. Donc à l'avant, le garde-boue il est trop court, tellement court que l'eau elle peut remonter jusque dans le carénage, et puis voilà, ça ne protège pas de la flotte du tout. Et à l'arrière, le garde-boue d'origine il est beaucoup trop court. Ce qui fait que quand il pleut, l'eau elle remonte, elle vient taper sur la serrure du top caisse et puis au bout d'un moment, ça ne marche plus, quoi. Donc il faut passer par la case rallonge de garde-boue obligatoire. Je pense que chez Honda comme chez les autres, hein, il n'y a pas que chez eux, mais les ingénieurs ils doivent poser RTT quand il pleut au lieu d'utiliser leur cerveau pour faire des garde-boue. Ils prennent RTT quand il pleut. Bon, je profite d'une petite pause dans cette balade pluvieuse pour parler un petit peu de la protection sous la pluie, parce qu'on n'en parle pas assez je trouve. Moi j'habite en Lorraine et forcément la protection sous la pluie ça compte. Donc les garde-boue évidemment ils sont trop courts, j'en ai déjà parlé, on le voit bien sur les images, si on les rallonge pas il y a trop d'eau qui remonte. La protection pour les pieds elle est vraiment bien devant parce que les déflecteurs font sacrément bien leur boulot, c'est surprenant mais les bottes sont sèches en roulant. Par contre l'eau elle tape derrière, donc des deux côtés même, mais beaucoup plus à gauche quand même. Donc ça c'est dommage parce que c'est aussi un problème de garde-boue puisqu'il manque un passage de roue ou une vraie protection sous la pluie, quoi, comme les garde-boue. Et les petits déflecteurs ils fonctionnent très bien. Bon alors quand on est à l'arrêt ou qu'on prend la flotte sur les gants, ça mouille un peu, mais par contre en roulant on n'a pas d'eau. Et concernant donc les déflecteurs et la bulle, en roulant on n'a pas de remous, pas d'eau qui vient taper sur l'avant
de la combinaison de pluie, etc. Donc ça protège quand même pas mal. Franchement, niveau protection, c'est pas mal. C'est juste dommage que les garde-boue soient mal étudiés, quoi. Ça fonctionnait bien sur ma moto bécane qui a 50 ans, il n'y avait pas de problème comme ça. Et 50 ans plus tard, bah, sur les motos d'aujourd'hui, c'est toujours le même problème. On a oublié ça. Et on a oublié qu'on roulait sous la pluie, quoi. Et c'est vraiment dommage parce que le reste est quand même sacrément bien pensé. On a une fourche de 43 mm si je ne me trompe pas, des débattements de 150, donc pour une routière ou pour un roadster c'est grand entre guillemets. Mais moi ça fait 15 ans que je roule en trail, ça fait 45 000 km que je roule en Ténéré 700. Voilà, j'arrive sur une moto qui pour moi a des débattements de suspension courts et largement suffisants. Quand on vient d'un trail comme la Ténéré qui a vraiment l'effet bascule quand on freine et tout, là, on n'a pas du tout l'impression d'avoir des grands débattements de suspension. Au contraire, je trouve qu'elle se comporte vraiment bien, que les suspensions travaillent très bien. Il y a une excellente tenue de route. Et franchement, je n'ai aucun reproche à faire au niveau partie-cycle et tenue de route. Pour ça, c'est vraiment top et on sent vraiment la différence comparé à un trail. Quand on a deux pneus en 120, 180, des pneus purement route, évidemment, quand on arrive dans les virages, sur les petites routes, c'est quand même vachement agréable d'avoir une telle tenue de route. Et il y a moyen de se faire plaisir parce que il y a quand même un truc, c'est que c'est pas le gabarit d'une Goldwing, d'une RT, d'une FJR, d'une Pan-Européenne, de ces gros mastodontes, entre guillemets, des grosses routières. C'est quand même un excellent compromis, je trouve, qui est plus dans l'air du temps. Au niveau moteur et boîte, le moteur, c'est celui de l'Africa Twin 1100, c'est un gros bicylindre, 102 chevaux, un truc comme ça, 10,7 m3 de couple, il y en a largement assez. Sachant que je trouvais qu'il y en avait déjà largement assez dans la Ténéré 700 qui fait 75 chevaux. Donc là, effectivement, c'est le retour des dépassements musclés, hein, on peut se permettre grâce au couple. Donc niveau moteur, franchement, voilà, il se comporte super bien, il fait un petit bruit sympa tout en étant discret. C'est un bicylindre, voilà, quand on aime bien le bicylindre, c'est un excellent moteur et il est suffisamment plaisant à rouler et suffisamment souple pour être agréable sur une routière. Au niveau de la boîte de vitesse, donc celle-ci, elle a le fameux DCT, Dual Clutch Transmission. Alors je sais qu'il y a les gens qui adorent et les gens qui détestent. Moi je l'ai essayé avec, alors j'avais essayé la première fois une Africa Twin en 2016 quand c'est sorti. En DCT, j'étais pas spécialement emballé du tout. Et quand j'ai essayé la Honda NT 1100 en DCT aussi, j'ai adoré. La boîte elle est excellente, alors il y a 3 modes, 4, il y a le mode D qui est un mode économie d'énergie, la moto elle est en sous-régime tout le temps en ville, c'est pénible. Et après il y a les modes S1, S2, S3, donc moi je roule tout le temps en S1, ça passe les rapports cool au couple. Comme je roule en temps normal, ça les passe pareil, franchement voilà. Si je mets les doigts au-dessus des gâchettes pour passer les vitesses en manuel, ce qu'on peut toujours faire, la boîte elle passe les vitesses comme je les passerai, c'est vachement bien fait. Et puis c'est quand même vachement bien fait aussi dans le sens où quand on accélère fort, ça va passer les rapports plus haut. Et quand on freine fort, ça rentre 2 voire 3 rapports avec le coup de gaz et tout, c'est franchement super bien fait, quoi. Donc on s'y habitue très vite et honnêtement je n'utilise plus les gâchettes, j'y pense plus, je roule, je trouve ça super agréable. Elle rétrograde avec son coup de gaz, elle accélère dans les tours, franchement moi je me fais plaisir à rouler même avec un DCT et quand je passe après sur une autre bécane en boîte manuelle, j'ai pas de soucis non plus. Mais franchement ce DCT là il me retire aucun plaisir, voire même je trouve ça pas mal du tout. Donc je sais que il y a ceux qui sont du même avis que moi et puis il y a ceux qui détestent, qui veulent absolument garder la boîte et tout. Bon c'est des choix personnels quoi, sachant que le DCT rajoute 10 kg et 1000 €. Mais honnêtement le poids on le sent pas quoi, 248 kg en DCT. Le poids et le centre de gravité est vachement bas, le poids est assez contenu. Il y a un thème qui est important sur cette moto, c'est l'électronique. Parce qu'il y a une énorme connectivité avec le tableau de bord et tout ça. Et donc c'est un peu comme le DCT, il y a les partisans et puis les opposants. Et moi je fais un peu partie des opposants. Pour moi, l'ingénieur qui a inventé le commodo de gauche, j'espère qu'ils l'ont viré ou alors il a été payé au bouton, mais il y a 20 boutons, ils ne servent à rien du tout. Et puis toute cette connectivité, donc voilà, connecter le téléphone, alors Android CarPlay, Apple Car application, je sais pas quoi là, c'est des trucs de bagnole, donc déjà bon sur une moto,
Et puis voilà, quand je roule en moto, je préfère avoir mon tableau de bord. Si j'utilise le GPS, il est au guidon, ou la carte dans la sacoche réservoir. Mais voilà, je sais, ça fait un peu vieux schnock à l'ancienne, si on veut. Mais je n'aime pas du tout avoir l'écran du téléphone qui s'affiche au tableau de bord, et puis un appel, la sono, la radio, tout ça, là, ça sert à rien du tout, quoi, hein. Quand on roule, on regarde son compteur. Et les compteurs, pareil, il y a le mode cyclotouriste, le mode pluie, le mode urbain, le mode utilisateur 1, utilisateur 2. Honnêtement, pour moi, tout ça, ça sert à rien du tout. Pourquoi? Parce que déjà, tous les modes normaux sont déjà paramétrables. Donc quand on roule avec le mode normal, on paramètre déjà comme on veut. Bah, une fois qu'on a fait ça, on a tout fait, quoi. Je veux dire, on a joué avec 10 minutes, on a réglé sa moto, et puis ça y est. Donc utilisateur 1, utilisateur 2, je vois pas qui c'est. Parce que moi je suis seul à utiliser ma moto. Donc tout ça, c'est des gadgets qui servent à rien du tout, et ça rajoute de la complication en fait au lieu de... Ben voilà, ça sert franchement à rien, quoi. Et on paramètre son truc, au pire un mode pluie avec moins de puissance, mais quand on met vraiment le réglage de puissance au minimum, on sent qu'elle a plus rien, quoi. Donc voilà, au pire ça pour rassurer sous la pluie. Et puis ça aurait permis par exemple aussi d'avoir un truc vachement plus simple pour mettre les poignées chauffantes en route. Parce que là, les poignées chauffantes, c'est une cérémonie pour les mettre en route, c'est dommage. Il y aurait juste eu un bouton, on appuie une fois dessus un niveau de puissance, on appuie 2 fois un peu plus, et puis voilà, puis c'était réglé, quoi. Et puis il y a un bouton pour changer d'écran, mode pluie, mode machin, puis voilà. Là, franchement, c'est trop compliqué, il y a trop de trucs. Et honnêtement, il y a 80-90% des trucs qui servent à rien, quoi. Alors c'est dans l'air du temps, soit, mais Monsieur Honda, si vous voulez faire une NT1100 Lite avec pas tout ça, puis un compteur tout simple, ça plairait à du monde aussi, hein. Je parle de la Ténéré 700 parce que je la connais bien quand même. La Ténéré 700, son succès, il est aussi grandement dû au fait que la moto, elle est très simple et que ça convient bien aux gens de ne pas avoir tous ces machins qui servent à rien, ces réglages. Simplicité égale fiabilité, donc ça rassure aussi. Et quand c'est suffisant, je vois pas pourquoi on s'embête à faire tout ça. C'est moderne. Bon, on a fait le tour de la moto, mais quand même, qu'est-ce que ça vaut en comportement routier? Alors déjà, le freinage, il est excellent. 2 disques 310 mm avec des étriers radio 4 pistons, venant des trails et tout ça, franchement là le freinage à un doigt, je pense qu'il est digne des très bons freinages actuels, des sportives normales, enfin voilà, elle n'a rien à envier à personne. Au niveau du freinage, c'est franchement une super bécane. Au niveau du comportement, comme je vous l'ai déjà dit, moi j'ai adoré rouler sur les petites routes avec, ou prendre de l'angle, elle est stable quand on est sur l'angle, on arrive à pencher avec, on peut faire racler les repose-pieds, la moto elle bouge pas d'un millimètre, franchement c'est vraiment super agréable, quoi. Donc moi, la Ténéré avait les roues, la roue avant en 21 pouces, des pneus de trail qui tiennent très bien la route, mais là on est quand même au niveau stabilité en courbe un cran au-dessus, quoi. Et puis on a le plaisir là en virage, et puis on a aussi le confort sur la route, quoi. Une selle vraiment confortable. Là on peut faire des journées de 600-700 bornes même sur les petites routes. On descend de la moto, on est bien, on est suffisamment protégé et tout. C'est vraiment, je trouve, un excellent compromis entre le confort d'une routière, les capacités routières, et le plaisir qu'elle procure en contenant son poids sans qu'elle fasse 300 kg. En contenant son agilité, tout ça, je pense que c'est un excellent compromis. Et voilà, donc je pense que de ce point de vue-là, elle est très bien née. Un dernier petit point de choses qui fâchent, ou l'esthétique. Je dis qui fâche parce que en fait, voilà, j'ai déjà aussi lu et vu plein de trucs sur l'esthétique, c'est moche, machin. C'est personnel et subjectif, ok, mais c'est surtout que j'ai encore, je crois, jamais vu une routière qui ne subissait pas à chaque fois ces réflexions, parce que qu'on prenne n'importe quelle bécane, bon j'ai aussi failli acheter une BFG, alors, mais une Goldwing, une FJR, une 1000 GTR, une panne européenne, on a toujours lu, c'est un tupperware, c'est pas beau, c'est machin. Quand on a une routière et qu'elle doit protéger, il faut bien qu'il y ait du carénage. Donc là il y a du carénage, et puis voilà, quoi, il est ce qu'il est. Honnêtement, moi, la ligne, je suis très bien quand je suis dessus, elle me dérange pas. Et puis limite, voilà, ça change un peu. Donc honnêtement, je la considère pas comme une reine de design. Je la considère pas comme la moto la plus moche du monde. Et franchement, je suis tellement bien dessus que l'esthétique, honnêtement, je m'en fous un peu, quoi. Franchement, voir rouler, c'est franchement bien, quoi. Pour conclure, entre les plus et les moins,
Pour les moins, je pense qu'il faudrait virer 2 personnes chez Honda. Il faudrait virer le mec qui a fait les garde-boue. Et puis la protection sous la pluie, donc le responsable des intempéries chez Honda, on peut le virer. Et on peut virer le responsable du tableau de bord et du commodo de gauche. Parce que franchement, voilà, il y a vraiment trop de bordel qui sert à rien, ça c'est sûr, quoi. On utilise 10% de tout ça, il y a 4000 réglages, il y a 4000 menus, il y a trop de trucs. Quand il n'y avait pas tout ça sur les autres bécanes, ça manquait pas, quoi. Donc ouais, voilà, honnêtement, j'ai vraiment vu aucune utilité à tout ça. Il y a peut-être des gens qui sont un peu plus geeks, qui aiment bien jouer et tout, mais voilà, moi on est sur la moto pour rouler, pas pour faire des gadgets avec les boutons et tout. Les boutons, on n'arrive même pas à les utiliser. Et le commodo de gauche, finalement, il est tellement compliqué que des fois on cherche les clignotants, quoi. Donc de nuit, c'est encore pire. Donc ça, c'est vraiment dommage. Allez, c'est les 2 personnes à virer chez Honda. Maintenant, il y en a 2 qui pourraient avoir une prime à leur place ou leur salaire. C'est déjà le fait que, franchement, la moto, pour son prix, donc 14 000 à peu près sans le DCT ou 15 000 avec, pour son prix, elle est sacrément bien équipée. D'origine, poignée chauffante, les valises, la béquille centrale. Donc celle-là, bon, je l'ai acheté, il y avait le top case dessus, mais c'est pas vendu avec. Mais la plupart des bécanes de maintenant, quand on les achète, on rajoute 1500 balles. Support valise, les valises, la béquille centrale, les poignées chauffantes, la bulle haute, les machins. On a vite fait de rajouter 1500 balles d'accessoires pour pouvoir faire un peu de route ou voyager. Là, il n'y a rien à rajouter pour voyager, donc ça c'est quand même franchement pas mal. Et du coup, pour son prix, ça la place quand même vachement bien comparé aux autres bécanes. Donc je trouve que le rapport qualité-prix pour cette bécane, il est excellent. De toute façon, Honda, ils en avaient prévu 1800 de mémoire pour 2022, et elles sont toutes vendues, puis maintenant c'est pas avant l'année prochaine les bécanes, donc c'est qu'elle est franchement bien née, quoi, et qu'il y a quand même de la demande pour les motos routières. Deuxième mec qu'il faudrait féliciter chez Honda, c'est le mec qui s'occupe du DCT, parce que je sais pas combien il y a eu de versions avant celle-là, mais franchement c'est impressionnant. C'est impressionnant dans le sens où ça passe vraiment les rapports. Moi, le mode S1, c'est celui qui me convient bien et ça passe les rapports comme moi je le ferais. Et sur les petites routes, bah voilà, dès qu'il détecte qu'on freine plus fort, qu'on accélère plus fort, qu'on s'énerve, il monte plus dans les tours. Sinon, il reste à bas régime. Conso moins de 5 litres en roulant normal. Donc, bah, franchement, c'est top, quoi. Et puis, le mec qui s'occupe de la partie cycle aussi, il faudrait le féliciter parce que je trouve que le compromis entre les capacités routières et le plaisir sur les petites routes, il est excellent. C'est vraiment la routière avec laquelle on n'est pas puni sur les routes de montagne. Et ça, du coup, c'est agréable. Donc, pour en revenir un petit peu partie cycle et puis le DCT, il y a un truc qui est agréable aussi, c'est que la passagère, quand on a quelqu'un derrière qui n'a pas d'à-coup en passant les vitesses, le DCT il fonctionne comme un shifter excellent, quoi, qui est vraiment constant, régulier, il y a une poussée constante. Du coup, il n'y a pas d'à-coup non plus pour le passager ou quand on roule. Donc, partie cycle excellente, DCT excellent, les équipements. Et puis de nouveau les points négatifs, commodo gauche et tous ces trucs qui servent à rien. Et puis la protection sous la pluie, c'est dommage parce que ça c'est le petit truc qui aurait fait la différence, quoi. Donc voilà, c'était mon petit essai de la MT 1100. J'espère que ça vous a plu et dites-moi si vous voulez en commentaire ce que vous en avez pensé. Parce que j'essaye de donner mon avis comme ça, mais s'il y a d'autres choses que vous auriez voulu voir ou savoir, ou d'autres points, n'hésitez pas à le dire qu'on en discute. Si vous avez des questions sur la moto, des trucs que j'ai pas dit, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, et puis on en discute avec grand plaisir. Et puis sur ce, comme d'habitude, t'occupe, roule. Alors là, c'est fait pour rouler, c'est top. Et puis je vous dis à bientôt sur Bécane et Belles Histoires. Voilà. Comment on commence?